Voilà, nous sommes ravis de participer à la première matinale franco-belge. Qui dit franco-belge dit belge. Bien évidemment, nous ne faisons jamais comme les autres. Et donc, nous serons deux modérateurs pour vous accompagner autour d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. J'en veux encore. Bravo Thibaut, non, tu as été exceptionnel. Non. Je voulais. Franchement, ça fait 6 mois et 3 jours qu'il prépare. 6 mois et 3 jours. Et quand même, ça valait le coup. Lidvine, heureusement que tu l'as soutenu. Voilà, bravo. Et donc Thibaut, pour commencer, peux-tu un peu nous expliquer pourquoi nous avons choisi ce sujet pour notre dernière table ronde? Alors je suis un peu gêné de te le dire, c'est qu'on ne l'a pas choisi, on nous l'a imposé, et heureusement, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement, et je le répète encore à cœur. Pour être sérieux quelques instants, en tant qu'acteur dans le domaine des soins de santé, tous les jours nous entendons parler de liberté, d'autonomie, de dignité, mais aussi de plaisir, d'envie, de désir et de sexualité. Le soir, quand je quitte mon travail, que je rentre à la maison, je ferme ma porte et je suis dans l'ordre de mon intime. Ne regarde pas comme ça. J'ai essayé. Et c'est vrai que nous nous posons la question de savoir si nos résidents peuvent répondre aussi à leurs désirs, à leurs envies, à leurs plaisirs et à leur sexualité. Et donc, qui de mieux que d'avoir autour de cette table ronde 4 experts qui vont pouvoir nous expliquer les projets, leurs pratiques, peut-être pas leurs pratiques personnelles, mais leurs pratiques professionnelles. En tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous voulions aborder ensemble. Merci. Merci Thibaut. Et donc, pour commencer sur le bien-être, Monsieur Christophe, pourriez-vous un peu nous expliquer le concept que vous avez mis en place au sein de votre résidence? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Je suis une maison de repos et de soins, directeur de la résidence Mélopée à Bruxelles, dans une commune qui a une très bonne réputation pour les Français, Molenbeek-Saint-Jean. Donc l'objectif quand même, on travaille tous dans le milieu des soins, mais je crois que notre monde doit évoluer. Je crois qu'actuellement, on est fort axé sur les soins, et on oublie peut-être de temps en temps, moi le premier, ça nous est arrivé, d'oublier l'essentiel qui sont nos résidents, le bien-être de nos résidents. Et donc on lance un concept, c'est tout récent, ça a été lancé il y a 10 jours, donc on commence à peine le concept, qui tourne autour du bien-être de la personne, avec des mots qui sont très forts, mais qui doivent rester, je trouve, la base de notre métier, qui sont la dignité et la liberté. Un résident qui a la liberté de choisir, la liberté de circuler, la liberté tout simplement de vivre, je crois que c'est le plus important et c'est la première des thérapies qu'on doit lui donner, avant toute chose. Ça entraîne la dignité aussi des personnes. La résidence, on joue beaucoup sur l'environnement. Tout le monde ici a déjà entendu parler, enfin j'espère, du positive care, du soin à cœur. Pour nous, à la résidence Mélopée, je ne suis pas le seul, vraiment toute mon équipe que je remercie vraiment énormément, on a directement adhéré à ce concept. Et on trouve que ce concept, c'est vraiment le message qu'on doit passer. Et quoi que de mieux, en respectant la dignité de chacun. Alors, on peut jouer sur beaucoup de choses, on joue sur l'environnement. Je crois que l'environnement est le plus important. On s'imagine, on parle d'un concept de base qui est tout simplement, on rentre dans la maison de repos comme si chacun d'entre nous allait à l'hôtel. Vous partez en vacances, vous prenez vos valises, vous passez la porte d'entrée, vous déposez vos valises, qu'est-ce que vous cherchez? Tout simplement, oubliez votre tracas quotidien. Tout simplement, vous évadez du stress du travail, des fois d'autres stress, mais c'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'un résident demande? C'est exactement la même chose. Quand il rentre chez nous, c'est tout simplement pour venir, pour qu'on s'occupe de lui, parce qu'il se sent seul, parce qu'il a des problèmes de santé, parce que plein de raisons sont là. Les tables précédentes l'ont expliqué. Et donc, c'est notre rôle. Et il faut, pour moi, sortir du rôle, on rentre, alors on a les obligations légales, les obligations de santé, l'anamnèse d'entrée, et choses comme ça, mais peut-être que pour les accueillir, la première chose, c'est pas de dire qu'est-ce que vous avez comme traitement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que ceci. Non, intéressons-nous d'abord à sa personne, à la personne, à leur loisir. Voilà, tout simplement. Le reste viendra naturellement, tout naturellement. Alors, l'environnement de vie, l'environnement de qualité, le positive care, ça ne concerne pas que les résidents.
je crois que quand on travaille dans un environnement de qualité, avec des résidents qui sont plus heureux, bon, ça va favoriser la thérapie, mais je crois que ça peut être favorable aussi pour le personnel, pour les intervenants, pour les familles, et c'est le principe de base du soin à cœur, tout simplement. C'est le principe de base, c'est que tous les intervenants puissent se sentir épanouis. Vous savez, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai dit souvent, on n'est pas tous égaux devant la santé, malheureusement. Mais on est tous égaux en tant qu'être humain. Et ce n'est pas notre état de santé qui doit décider de comment on traite une personne. Pas du tout. Chaque personne a droit à les mêmes droits et a droit à la dignité. Et c'est vraiment la base de tout le travail. Merci. Merci beaucoup. Donc, mais c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer, que je suis fier de faire passer. Et donc, qu'en équipe, parce que je ne suis pas le seul, j'ai la chance d'être fort bien entouré, que ce soit par mes responsables, par mes supérieurs, par mes collègues, par mes employés et autres, par mon équipe. Et c'est tous ensemble qu'on peut avancer. Et je crois que les journées comme aujourd'hui, avec une fondation qui est là pour s'occuper de nos aînés, c'est très important. Vous savez, les aînés, on parle beaucoup pour le moment des commémorations. Ma famille est fort impliquée là-dedans, dans les commémorations de la Seconde Guerre mondiale. À nos aînés, on leur doit tout. Sans eux, on ne serait pas là. Mais il ne faut pas oublier que demain, ça sera nous les aînés. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors, s'il vous plaît, à tout le monde qui est présent ici dans le secteur des soins de santé, à nos résidents, à nos familles, s'il vous plaît, respectez nos aînés. C'est très important. Et imaginez-vous que vous soignez vos propres parents. Si on parle de ce principe-là, je suis sûr et certain que notre monde sera meilleur. Alors, des fois, les images parlent plus que la parole. On a tout le cadre de vie. Il y a un petit film qui va être diffusé à partir de la semaine prochaine à la télévision, qui a été tourné. Le petit film va vous être présenté. C'est un petit film d'1 minute 30. Voilà, je crois que les images parleront mieux. Je tiens à remercier aussi, je profite parce que je ne l'ai jamais fait, mais le film, le soutien que j'ai eu du groupe, de l'équipe marketing et autres. Vraiment, tout le monde s'est lancé dans ce projet et je tiens à remercier tout le monde pour la collaboration. Voilà, je vous laisse découvrir le film et merci. Monsieur Davreux, je pourrais... Monsieur Davreux, je vous donnerai une autre adresse. Voilà, en tout cas, Christophe, merci beaucoup pour ton témoignage et quel incroyable film. Tout est résumé. Maintenant, nous allons donner la parole et nous avons le plaisir d'accueillir Clémence Souquet, présidente et fondatrice de Frésia, qui va vouloir nous expliquer toute son expérience depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas,
Donc si tu avais la gentillesse de nous expliquer ton concept et ce qui rejoint ce que Christophe a mis en place. Alors, coucou à tous. C'était une blague, hein, parce qu'ils m'ont dit qu'en Belgique, il fallait dire coucou et pas dire bonjour. Donc, on a répété des heures et des heures et des heures avec ça. Bon, voilà. Christophe m'a volé toute la vedette, parce que c'était supposé être moi qui parlais en premier, mais bon, bref. Donc, du coup, bah, merci. En tout cas, il a tout fait foirer. Voilà. Voilà. Et, bon, alors, je sais plus quoi dire, parce que la chorégraphie, voilà, ayant changé à la dernière minute. Donc, je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui, parce que j'ai affronté les gilets jaunes, les grèves, etc., pour venir depuis Paris. En fait, pour vous présenter notre concept. Le concept Fresia, c'est de créer des bulles beauté, des bulles coiffure et esthétique au sein des résidences services, des EHPAD, des maisons de repos. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, je me suis aperçue qu'on a tous, un jour, dans notre vie, été confrontés à une coiffure ratée. Donc je ne parle pas de Serge, qui lui, de toute façon... voilà. Peut-être qu'elle est ratée, finalement. Voilà. Et ça s'est fait parce qu'il note. Donc voilà, donc en fait, on a tous été confrontés à des coiffures ratées, des trous dans les cheveux, on demande un balayage, voilà, on se retrouve avec du verre fluo, etc. Donc, forte de ce constat, j'ai décidé de prendre les choses en main et de proposer un service de qualité au sein de nos EHPAD et surtout auprès de nos aînés. Parce que nos aînés ont une typologie de chevelure très particulière, une peau mature, et donc ils ont des besoins très particuliers. Donc on a aujourd'hui 80 bulles beauté partout en France. Et demain, j'espère, en Belgique. J'aime beaucoup votre pays. Voilà, donc du coup, on crée ces espaces donc avec des socio-esthéticiennes et des socio-coiffeuses qui prodiguent des soins vraiment adaptés. Donc, c'est des rituels balinés. Donc, je salue Christophe qui m'a copié. Voilà. Non, on ne sait pas qui a copié qui. C'est plus professionnel chez nous. Voilà. En Belgique, c'est toujours plus Il y a une ambiance sympa, c'est chouette. Ah, c'est comme ça dans les salons de coiffure, alors. Voilà. Ah oui, d'accord. Crépage de chignon. Crépage de chignon, voilà, bah voilà. On connaît, quoi. Donc voilà, donc en fait, on a créé ces espaces et on a à cœur vraiment d'apporter beaucoup de choses. Et évidemment, la coiffure et l'esthétique, c'est l'estime de soi, c'est la renarcissisation. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, mesdames qui résidaient en maison de retraite, mais ça nous est arrivé d'entendre des histoires de dames qui vont chez le coiffeur et l'aide-soignante qui dit au fait, vous êtes allée chez le coiffeur, madame, et en fait, elle avait été coiffée, quoi. Sauf qu'elle a été très mal coiffée. Donc, voilà, on essaye d'apporter notre signature et voilà, et quelque chose le plus sérieux possible. J'ai dit. Merci Clémence, merci pour ce beau témoignage et cette belle mise en pratique du bien-être. Et donc je vais me tourner un peu vers Marjolaine. Marjolaine qui est infirmière de terrain et donc qui va un peu pouvoir nous expliquer comment elle met en pratique au quotidien ce bien-être pour nos résidents. Alors bonjour à tous, moi j'ai pas l'habitude des beaux discours, de parler devant autant de personnes, hein. J'ai juste l'habitude de m'occuper de mes résidents au jour le jour et donc merci à tous les soignants qui sont là et qui me soutiennent. Moi c'est plus de l'expérience puisque en fait quand on est tous les jours auprès des résidents, ce qu'il faut faire avant tout c'est les entendre, les écouter, les comprendre et leur amener la réponse qu'ils attendent ou du moins la réponse la plus adaptée. Donc moi en fait je suis ici aujourd'hui surtout pour me nourrir un petit peu de tout ce concept de Fresia, d'Aditi, de la fondation et puis de pouvoir amener un petit peu tout ça chez moi et puis de pouvoir apporter des choses à mes résidents et parce qu'on sait très bien qu'ils sont au cœur de nos soins et qu'ils sont au cœur de nos résidences. Là, moi, je vais plus vous parler d'une expérience un peu personnelle parmi tant d'autres, hein, puisque on est confronté. Ça fait 12 ans maintenant que je suis à la résidence de Bruay, donc dans le nord de la France, et des expériences, je peux vous en parler, toute l'après-midi s'il faut.
Donc là, on va plus parler un peu de lingerie fine pour faire plaisir à Thibaut. J'allais te demander du croustillant, s'il te plaît. Puisqu'en fait, voilà, donc je reprends juste une histoire, une résidente qui est arrivée, amenée par son époux, hein, donc l'époux toujours vivant, amenée par son fils, hein, le fils unique, les parents, donc la famille repart, et le soir même, cette dame s'était en fait très rapprochée déjà d'un monsieur qu'elle a certainement pris pour son époux, hein, dans un premier temps. Et puis, donc, ils se sont liés, enfin, un lien qui s'est créé assez rapidement. Ils se cherchent l'un l'autre toute la journée, ils se tiennent la main, ils veulent manger à la même table, et il y a des petits bisous, voilà. Alors, notre situation est toujours délicate quand la famille vient, quand l'époux arrive à la résidence et nous demande où est son épouse. Bon, ben, son épouse est là, juste là, avec un autre résident. Et voilà, donc il y a l'acceptation de la famille aussi qui est difficile. Donc il y a des demandes particulières de cette dame, hein, donc déjà si elle peut prendre une chambre commune avec ce monsieur, si donc le monsieur lui est toujours en retrait, n'exprime pas forcément l'envie d'être tout le temps avec elle comme elle peut le faire, et on a eu donc jusqu'à cette fameuse demande où cette dame est arrivée à l'infirmerie et puis nous a exposé un petit peu son désir de changer de lingerie pour plaire à ce résident qu'elle prenait pour son époux. Donc pour nous, c'est pas très choquant dans le fait qu'une dame veuille plaire à son mari, puisque forcément on veut toutes le faire, mais c'est plus difficile de demander à l'époux de ramener de la lingerie pour son épouse pour plaire à un autre. Donc la question s'est posée, hein, la question éthique s'est posée, la question en équipe s'est posée, parce que forcément je ne suis pas seule, et heureusement. Donc de la lingerie a été demandée à son époux, mais simplement de la lingerie pour changer, pour dire que cette dame puisse avoir du choix dans son armoire, mais sans exposer le pourquoi. Donc c'est pas la lingerie que cette dame espérait, hein. Elle est arrivée avec des lingeries en coton, voilà, on ne voudrait pas. Et donc du coup, il n'y a plus cette demande de la résidente, donc elle n'est plus venue vers nous. Donc c'est une question de facilité pour nous, hein. On se dit, voilà, elle ne revient pas, elle est satisfaite. Alors est-ce qu'elle était satisfaite de sa nouvelle lingerie, ou est-ce qu'elle était simplement, justement, non satisfaite? Et comme on n'avait pas répondu à son besoin, bah, à quoi ça sert de venir nous revoir à l'infirmerie et de frapper et de reformuler sa demande? Donc là, on est dans une facilité pour nous, donc c'est-à-dire c'est tout, elle vient plus, mais malheureusement on ne sait pas si on a vraiment répondu à sa demande. Donc c'est pour ça que je suis là pour m'imprégner, pour m'entourer de personnes compétentes, très compétentes, et voilà. Merci. Christophe, tu ne répondras pas à la question, hein, sur la lingerie fine, s'il te plaît. Mais c'est simplement pour dire que c'est un sujet tout à fait tabou. La sexualité, on n'en parle pas. Et nos collaborateurs en sont confrontés tous les jours. L'exemple concret de Marjolaine, ici présente. Il faut savoir se poser la question de ce que l'on peut faire et quelles sont les réponses que l'on doit leur donner, hein, en fonction de leurs envies, de leurs plaisirs, de leurs désirs. Qui de mieux ici autour de la table que pour pouvoir nous expliquer plus en détail? Alain qui, je ne vais pas donner le nom de famille, Alain qui travaille pour la SBL Aditi, et donc je te laisse effectivement le soin d'expliquer votre concept pour pouvoir après rebondir et continuer le débat. Voilà. Merci. Il n'y a aucun tabou sur mon nom de famille, d'autant plus que je ne suis pas accompagnant sexuel. Donc voilà, je ne protège pas d'anonymat. Mais je vais vous proposer quand même de faire dans votre tête quelque chose que je vais faire devant vous, qui est de faire un grand pas. Alors pour faire ce grand pas, je vous propose d'avoir un sac à dos, d'y mettre tout ce que vous avez entendu ce matin sur plein de sujets, toutes les notions éthiques, philosophiques, sociologiques, c'était très intéressant, tout ça a été très juste et très parlant. Et puis vous allez essayer de franchir là, il y a quand même une difficulté, parce que là c'est plein de tabous, c'est plein d'interdits, c'est plein de peurs, c'est plein de conflits, c'est plein de séparations, enfin c'est plein de choses qu'on a tous vécues et qui ne sont pas faciles. Mais si vous faites-le dans votre tête avec moi, un grand pas
Vous allez voir, je ne suis pas tombé. Et je suis ici dans un champ où l'herbe est verte, il y a des petites fleurs et ça sent bon. Ça s'appelle le champ de la sexualité. Et c'est ce qu'à Aditi, on a décidé de faire, c'est d'oser faire le pas vers le champ de la sexualité, c'est d'oser d'aller trouver les équipes qui nous interrogent sur qu'est-ce qu'on fait avec madame qui veut sa lingerie et comment est-ce qu'on va faire avec monsieur qui lui va peut-être avoir du mal à comprendre et à accepter que sa femme, elle voudrait bien une vie sexuelle, même si elle a un peu perdu la tête. Eh bien, tout ça, ça va être notre boulot. Et puis, ça va être aussi l'accompagnement sexuel. Alors, on a ajouté dans le petit film que vous allez voir une autre pratique que j'ai également et qui n'est pas sexuelle, celle-là qui est le massage bien-être. Et vous allez voir ce que j'en fais avec des personnes vieillissantes. Voilà, donc je vous propose de regarder ce petit film et puis on continuera à en parler. Merci. La vie ne se termine pas une fois qu'on est ici, quoi. Hein. Rien de beau, une bonne tendresse. En France, je pense que la sexualité en gériatrie, donc au sens large, est un tabou et qu'il l'est encore plus, à mon sens, en EHPAD. Ils ont pratiqué pendant des dizaines d'années et là, d'un seul coup, ils sont en maison de retraite et on va leur dire, ou en tout cas, on va leur faire croire qu'ils n'ont plus le droit. C'est vraiment le regard qui est posé sur la sexualité qui pose problème. C'est pas la sexualité des personnes âgées qui est problématique, elle existe encore. Les coups de foot, je pense que ça se passe à tout âge, donc oui, une vie amoureuse aussi. Et puis ben voilà, s'il se passe des choses dans les couloirs ou dans les chambres, tant mieux. Enfin, c'est ça la vie aussi, hein. C'est des petites étoiles plein les yeux et puis plein de choses qui se passent partout dans notre corps. Ça s'arrête pas à un moment donné. Hein. En Belgique, la sexualité en établissement, ce n'est pas un tabou. Donc nous, on en parle avec les résidents, on en parle avec les familles, on en parle en équipe. Donc on fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde en établissement. Pour répondre à la demande de nos résidents qu'on a dans notre établissement, moi j'ai retrouvé Aditi. Donc c'est une association qui peut fournir des actes sexuels ou des demandes sexuelles en établissement, mais aussi qui donne un type de forme d'affection que je ne peux pas demander que mon équipe soignante donne. Et ce n'est pas leur métier non plus. Fondamentalement, ce que les uns et les autres cherchent, c'est le contact humain, c'est la douceur, c'est de la chaleur, c'est de l'échange et plus si affinité, je dirais. D'un simple massage dans l'accompagnement, je dirais d'un toucher, d'une découverte complète de la sexualité, il y a diverses possibilités. Je dirais qu'il y a une dimension relationnelle. C'est quelqu'un qui va prendre 1 heure avec elle, de son temps, dans un moment de détente, paisible, où on va ne penser qu'à lui faire plaisir. Elle va sentir vivre tout son corps. Et souvent, le corps d'une personne âgée, c'est plus qu'un lieu de souffrance. Et là, ça redevient un lieu de plaisir. C'est évident que la personne qui est devant moi, c'est bien qu'elle sache que son corps peut lui donner du plaisir, pas que de la souffrance ou de la détresse, et que son cœur puisse servir à autre chose que de dessiner un électrocardiogramme, quoi. Pour moi, c'est une thérapie parce que ça répond à un besoin d'un résident. Toutes les thérapies non médicamenteuses qu'on peut donner aux résidents, et je pense que ça, c'en est une autre à part entière. Si cette personne peut avoir un contact avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de l'équipe soignante, moi je pense que ça fait du bien d'abord à la personne, mais aussi à l'équipe. Et les soignants souvent nous parlent de leurs difficultés à gérer une toilette, à gérer un soin, quand le résident en face de lui est désinhibé. J'ai été confrontée plusieurs fois à ce souci d'avance de certains résidents dans les gestes. Donc c'est un peu surprenant parce que on s'y attend pas forcément. Nous, on vient juste pour s'occuper de la personne. Et là, j'étais un petit peu mal à l'aise. J'ai eu un comportement un peu gêné et beaucoup de mal-être, oui. Nous, on ne sait pas soulager les frustrations sexuelles de nos résidents. Donc si on peut faire appel à une société qui s'occupe de ça, il faut le faire. Il est important que les institutions développent auprès des résidents une vision positive de la sexualité, parce que faire une demande autour de la sexualité, c'est extrêmement tabou, c'est extrêmement difficile, et je pense qu'il est de la responsabilité de l'institution de créer le climat qui va faire que ça peut se dire. Qu'on soit en parfaite santé ou porteur d'une déficience mentale ou physique, on est tous les mêmes, on est sur la même planète, on a les mêmes besoins, et je dirais on a le même besoin d'amour.
Voilà, et peut-être pour terminer ceci, un mail, lundi 16 décembre 2019. Bonjour Pascal, Pascal c'est ma collègue que vous avez vue avec moi. Yolissa m'a fait son retour et je te transmets ce qu'elle m'a raconté. Le courant est bien passé, ils ont pris le temps de se rencontrer, de se présenter. Il s'est occupé de tout, de A à Z, et a bien géré les transferts. Il avait bien prévu des préservatifs sans latex. Il a bien été à l'écoute de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle ne voulait pas. Elle n'a ressenti aucune gêne, elle était très à l'aise. En bref, cela s'est très bien passé et elle désire continuer avec lui. Bravo. Merci. Je vais revenir vers toi, Clémence, où tu expliques les bulles de beauté et où tu travailles sur l'estime, l'image, l'estime de soi, l'image positive. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que justement, c'est aussi un lien et un pont qui va inévitablement vers le plaisir et l'envie. Alors, effectivement, quelque part, on est en complément, c'est-à-dire que nous, on est extrêmement, on est très régulièrement confrontés aux problématiques d'estime de soi, de renarcisation, et on a beaucoup de résidentes qui sont en demande d'avoir des jolies coiffures, des jolies manicures, enfin d'être belles. Alors souvent, c'est pour aller au restaurant, et c'est surtout parce qu'elles ont des amis de cœur. Et du coup, on commence aussi à avoir des hommes qui font appel au service barbier, etc. Donc on a la mode hipster que vous avez. Voilà, donc on est vraiment dans un premier niveau de séduction et chez Fresia, on est extrêmement attentif à y répondre. Et voilà, donc en complément de tout ça. Voilà. Merci. Et donc, moi, je vais demander à Marjolaine, est-ce que tu penses que tu pourrais être une personne de référence au sein de ton institution pour justement ouvrir le dialogue sur la sexualité ? Ben, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis prête à l'entendre et prête à le mettre en place au sein de ma résidence. Après, j'ai entendu dire aussi dans la dernière vidéo que la sexualité n'était pas tabou ici en Belgique et bravo, je vous admire parce que nous ici en France, c'est encore très difficile. Les équipes reviennent vers nous, trouvent ça normal, hein, les mœurs se changent bien évidemment, mais quand on est confronté vraiment à un acte sexuel, c'est plus difficile. Là, je reprends encore un exemple un peu concret, un dernier exemple où une de nos résidentes utilise régulièrement les sextoys donc on frappe, on rentre, hein, c'est une dame qui n'est pas en capacité de fermer sa porte et on a déjà été confronté à plusieurs situations où elle était à l'utilisation de ces sextoys à un moment voilà, où elle l'avait décidé et les équipes referment la porte et on a encore comment dire, elles rigolent en fait encore de la situation, c'est difficile à l'accepter et elles en parlent entre elles et on arrive après en équipe au niveau des transmissions où le sujet revient, où ça fait rire tout le monde et c'est encore difficile en fait à accepter et dire mais pourquoi en rit-on et pourquoi on est obligé de divulguer l'information à toute l'équipe alors que voilà, il suffit simplement de préserver l'intimité. Ok, on a vu cette dame utiliser son sextoy, ben on referme la porte et on accepte en fait et puis c'est tout. Donc en fait il y a encore ce tabou quand même présent chez nous. Après, je pense que par ma position d'infirmière, la hiérarchie entre les soignants est beaucoup moins grande, beaucoup moins creusée, donc c'est plus facile pour eux de venir vers moi et en parler. Donc oui, pourquoi pas être la référente de ça et de pouvoir compter sur vous pour m'aider et répondre à mes questions. Merci. Merci. En parlant de sextoys, ça me fait faire le lien avec toi, Alain. C'est une question un peu dure, mais je pense que tu l'as entendu. Qu'est-ce qui différencie Aditi de la prostitution ? Alors, peut-être encore un petit témoignage. Je crois que ça peut être une chouette approche. Voilà, c'est un retour d'une accompagnante sexuelle qui dit voilà, ils sont dans la même chambre depuis peu, donc on imagine que cette dame est arrivée à ses fins. Madame s'exprime bien et beaucoup, lui ne sait pas s'exprimer. Je pose des questions où il peut répondre par oui ou par non. J'utilise les mains de l'un et de l'autre pour qu'ils se caressent. Monsieur demande d'être nu, madame accepte uniquement le haut.
Nous continuons les caresses de cette façon. Jusqu'en bas pour monsieur, madame accepte jusqu'à l'aine. Monsieur serait tenté d'aller plus loin, cependant madame est déjà heureuse ainsi. Nous discutons de leur couple en même temps que les caresses. Je les fais rire moi aussi, pas d'éjaculation, pas de rapport complet entre eux. Voilà, donc vous voyez à la fois l'implication de l'accompagnant sexuel, qui est vraiment quelqu'un qui est professionnel dans son action, c'est un thérapeute du sexe. Vous voyez aussi que ce n'est pas forcément pour se mettre en position de partenaire, ça peut l'être, mais ici, elle est là pour aider un couple à découvrir sa sexualité. Voilà, et donc il y a des tas de positionnements différents. Alors, une autre chose qui distingue tout à fait de la prostitution, c'est la question du côté commercial de la prostitution, qui n'est pas du tout le cas dans l'accompagnement sexuel, où c'est vraiment pensé comme un service. Après, il y a effectivement deux valeurs de base qui sont essentielles pour nous, c'est l'intimité et c'est le consentement de tous. Et donc, chaque accompagnant ou accompagnante sexuelle va définir, va préciser quels sont les actes qu'il est d'accord de poser ou pas, et c'est uniquement dans le cadre de ces actes-là qu'il va pratiquer pour Aditi. D'accord, merci. Donc on se rend bien compte que Aditi offre plusieurs services, l'accompagnement et ne pas forcément aller jusqu'à l'acte en tant que tel, ce qui nous permet aussi de revenir et de reparler du bien-être. On pourrait en parler toute la journée, mais je sais que nous avons un timing serré. Et donc j'aurais envie de poser encore une question à Christophe, s'il le souhaite. J'ai pas le choix. Comment tu vois ton concept que tu as mis en place à Mélopée ici dans 1 an et dans 2 ans? Et est-ce que tu l'imagines se dupliquer sur d'autres maisons? Ou est-ce que tu l'imagines le personnaliser? Enfin, ça, c'était pas préparé comme question. Je voulais en mettre plusieurs. Donc, comment est-ce que je vois? Bon, on est tout au début, donc quand on démarre un projet, on a une idée, on a un peu une envie, mais je crois qu'on va vivre au quotidien et on va un peu découvrir au fur et à mesure ce qui va se passer. Ce que je vois, c'est que maintenant, il y a beaucoup de curiosité. On reçoit beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai que vos résidents vont vraiment aller dans le jacuzzi ou dans la cabine infrarouge? Est-ce que c'est vrai que les gens cherchent vraiment ceci? Oui, je crois qu'il y a un public pour tout. Je crois qu'on n'est pas concurrent, on est simplement complémentaire. Ça, c'est très important. Et comment est-ce que je vois dans 1 an les choses? C'est que j'aimerais bien que mon espace bien-être, mon restaurant, mes animaux et autres, ça devienne un lieu de vie, un lieu, on l'a cité beaucoup de fois aujourd'hui, mais un lieu où les gens échangent. J'ai la salle de cinéma où la commune, la mairie a déjà pris contact avec moi pour essayer d'avoir les locaux pour faire des inaugurations, des vernissages, des conférences et autres. Donc c'est vraiment créer un lieu où mes résidents sentent qu'ils vivent dans un monde qui bouge, des expositions, ils pourront observer des peintures, des sculptures, assister par exemple à un cercle de poésie, assister à des poèmes. On voit qu'on revient 1 an en arrière, quand on a lancé un peu les animaux, on s'est dit, qu'est-ce que ça va apporter? Vous savez qu'on a des chèvres, un âne, on a des poules, on a des lapins. Et bien finalement, ça nous a apporté qu'il y a 3 écoles qui maintenant viennent tout le temps dans notre résidence échanger avec nos résidents. Donc, qu'est-ce que ça va être dans 1 an? Je ne sais pas. Ce que je veux, c'est que vraiment, ça soit un espace de bien-être et que la résidence vit. Quand on vit l'espace bien-être, mon rêve, c'est que les familles viennent à nous et profitent d'un moment d'intimité aussi avec leurs proches. On n'est pas obligé de mettre un résident, on va parler réel, incontinent dans le jacuzzi. Mais pourquoi est-ce que la personne ne pourrait pas accompagner sa famille et autres qui seraient là pour créer un moment de détente? Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et ça me rassure parce que j'ai parlé longuement hier soir avec Clémence ici à côté. Et je vois que finalement, chez vous en France, il y a, je crois que tu as déjà 80 résidences avec qui tu travailles. Et donc, 80 résidences prouvent qu'il y a un public pour ça. C'est simplement à nous maintenant de faire démarrer le public. Et j'espère que le concept qu'on lance va s'étendre sur la Belgique, au-delà des frontières, parce que finalement, on vise qu'une chose, je l'ai dit au début, c'est le bien-être de tout le monde. Donc voilà. Alors moi, Christophe, je voudrais ajouter que quand j'ai créé Frésia il y a une dizaine d'années,
Je me rappelle sur la carte de soins, j'avais mis tout ce qui était épilation, rituel baliné, enfin des soins visage, etc. Et la première réaction que j'ai eue, les acteurs du secteur en fait étaient un peu sidérés, mais un peu surpris en disant mais non, finalement toutes ces histoires de modelage, de massage, de bien-être, ça n'intéresse pas les résidentes. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de rencontrer Christophe parce que il vient pas du tout de cet univers. Hein. À ce que je sache, il n'a pas passé de CAP d'esthétique ou de masseuse ou quoi qu'est-ce. De coiffure non plus. De coiffure, mais quand j'ai regardé tout à l'heure la carte de soins, non seulement elle est poétique, elle est holistique, mais elle est surtout extrêmement complète. Et à l'intérieur de cette carte, je dirais, en fait, elle est disruptive. C'est-à-dire que c'est un homme qui est capable de créer une carte de soins qui répond parfaitement aux attentes de nos seniors. Et c'est vraiment ça que je salue. Et j'ai attendu 10 ans avant de rencontrer, donc le groupe Corian, bravo, parce que vous avez un coup d'avance, surtout en Belgique, voilà, sans vilain jeu de mots, mais entre Aditi, Mélopée et voilà, tout ce qu'on peut, voilà, bravo. Merci. Alors, j'avais pour mission depuis le début de garder Serge, parce que Serge veut toujours intervenir pour poser des questions, mais ça fait 1 minute qu'il me dit « s'il te plaît, laisse-moi poser une question à Aditi. Je sais que je t'ennuie. Est-ce que tu as une question particulière à poser ?» Serge, une. D'abord, une seule. Une seule, s'il te plaît. Il y aurait plein de choses. Et d'abord, je tiens à dire qu'on peut être chauve et pour autant souhaiter de l'esthétique. Et je veux dire, j'ai en face de moi un homme qui est l'inverse du chauve. C'est même assez humiliant et vexant. Et on peut être chauve sans système pileux et pouvoir aussi avoir des désirs sexuels. Donc tout ça, c'était parce que je sentais qu'il y avait des interrogations et qu'on me mettait un peu dans un côté. Mais j'ai un CEO avec moi qui voulait aussi qu'on soit solidaire autour de ces questions-là. Donc je voulais le dire parce que je vois bien les discriminations qui peuvent arriver. Et ça, non, pas de discrimination. Non, aucune. La deuxième chose, c'est juste une question, Christophe, mais vraiment très très courte. C'est est-ce que c'est plus cher ou pas d'aller dans cet établissement par rapport aux autres? Parce que quand on voit les images, on se dit ouais, on est dans de l'hôtellerie haut de gamme et tout ça. Donc toute bête comme question. Non, pas du tout. Je suis dans la moyenne de Bruxelles, même la moyenne inférieure. Il ne faut pas oublier la situation aussi, hein. Comme on l'a dit au début, on est dans une commune qui n'est pas facile. Et donc actuellement, non, pas du tout. On est vraiment dans la moyenne des prix, on n'est pas plus cher, bien au contraire. D'accord. Je suis très rassuré parce que je suis moi-même dans la moyenne inférieure. Donc, voilà. Donc c'est bon, je pourrais trouver... donc, si je peux donner un ordre de... On m'entend, oui. Oui. Si je peux donner un ordre de prix, le prix moyen d'un séjour chez nous tourne plus ou moins autour de 53-54 €. C'est le prix moyen par jour. Donc il y a un peu en dessous, il y a au-dessus, voilà. Ça fait combien? D'accord. Alors, peut-être pour Aditi, la notion d'accompagnant sexuel, comment les personnes, c'est pas la prostitution, mais pour autant, vous êtes des bénévoles, vous avez créé l'association, mais les personnes qui sont des accompagnants, ils le font pas à titre bénévole. Non, mais nous non plus, hein. On essaye aussi de... Ah, c'est pour ça les belles chaussures. Voilà. On essaie d'être subsidié pour pouvoir fonctionner, ce qui n'est pas simple parce que c'est un combat aussi en Belgique, hein, même si on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de freins encore du côté de la France, c'est un combat aussi en Belgique. Alors les accompagnants, d'abord il faut savoir que ça ne peut jamais être un métier principal. Que l'on tient beaucoup à ce que ce soit une activité complémentaire pour ces personnes et qu'elles y tiennent beaucoup aussi parce qu'elles ne peuvent pas imaginer d'investir autant d'énergie dans une relation 5 ou 6 fois par jour, c'est pas possible. Les accompagnants proposent 1 heure d'accompagnement sexuel en moyenne, mais c'est relativement extensible en fonction des besoins des personnes et de comment les choses se passent. Et cette heure est tarifée à 100 € plus des frais de déplacement. Voilà. Alors si on regarde notre ami Serge et ses revenus assez moyens, c'est effectivement pas facile de se le payer. Si on regarde l'accompagnant qui va faire 2 heures de route, passer 1 heure avec la personne et puis quand même avoir le temps de sortir de ce moment intense de relation avec la personne, 100 € pour 3 ou 4 heures, votre garagiste ne fera certainement pas ça. D'accord. Oh, ça dépend du garagiste, mais ça c'est un autre... on peut trouver des garagistes dans des bulles de beauté. Et d'accord, donc voilà, donc on n'est pas dans la prostitution, mais
c'est normal, les personnes sont aussi rétribuées. Donc on voit, alors déjà, évidemment, il y a, le droit n'est pas le même. Le droit en Belgique et le droit en France sur ces questions-là n'est pas le même. Donc au-delà des représentations, au-delà des imaginaires, au-delà des limites culturelles des différents pays, il y a aussi des questions très... En France, faire la même chose serait susceptible d'être dans une activité délictuelle totale, quoi. Alors, je crois que la demande en France est un peu la même qu'en Belgique. C'est d'identifier effectivement cette activité-là comme un besoin de soins pour les personnes dépendantes, qu'elles soient plus âgées ou qu'elles soient en situation de handicap, et que dans ce cadre-là, cette activité-là soit sortie de la définition de la prostitution. Voilà, il y a un projet il y a une résolution du comité bioéthique fédéral belge qui propose ça, et je sais que ceux qui proposent la même chose en France ont le même combat de demander effectivement de sortir cette activité de la loi sur la prostitution. Il est évident que tant qu'on est dans la loi sur la prostitution, en France, le client est punissable, chez nous pas. En France, je crois que la personne prostituée est punissable aussi, chez nous pas. Reste la question très difficile du proxénétisme, où on est sur le fil du rasoir, où les institutions qui accueillent des accompagnants sexuels au sein de l'institution sont un peu aussi sur le fil du rasoir. Mais comme les pouvoirs publics soutiennent et affirment que c'est un projet qui doit exister et qui est nécessaire, voilà, je crois que ça protège suffisamment les intervenants aujourd'hui pour que ça se passe correctement. Puis après, je voyais Thibaut tout frétillant, le fil du rasoir, c'est chacun ses choix. Hein, voilà, il n'y a aucune obligation là-dessus. D'accord, donc on voit bien les éléments, et finalement, dans le film, on le voyait très bien, je voulais finir là-dessus, c'est qu'une personne parle des thérapies non médicamenteuses, on a évoqué le terme de soins relationnels. Et finalement, que ce soit la socio-esthétique, la socio-coiffure, de ce que je crois en comprendre, même si pour moi c'est un peu théorique, et la sexualité, on est bien dans des notions de soins relationnels. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est sortir d'une vision justement sur la technique, sur la maladie, et ainsi de suite, pour être sur cette question de relation. Et je crois que de vos deux approches, ou de vos autres trois approches, on a bien cette notion-là qui ressort à chaque fois. J'ai été, moi, au congrès des psychanalystes et des psychothérapeutes à Bordeaux, donc organisé par l'Association française, et sur la question de l'accompagnement sexuel, ils mettaient vraiment en évidence tout le positionnement thérapeutique qu'ils identifiaient comme le même que le leur, de la part de l'accompagnant sexuel ou de la part du psychothérapeute. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant, cette notion de soin. Alors c'est pas un soin médicalisé, c'est pas du cure, c'est du care, mais voilà, on n'a malheureusement qu'un mot en français pour le dire. En fait, sur le côté socio-esthétique, je rebondis sur le socio-esthétique socio-coiffure qui semble théorique. En fait, c'est théorique pour moi, oui, pour la socio-coiffure. Voilà, mais peut-être pour d'autres personnes. En fait, la problématique que nous, on a rencontrée, c'est qu'on a pris des coiffeuses et des esthéticiennes qui viennent du monde des paillettes, des shows, des podiums, des défilés, et qui tout d'un coup décident d'intervenir dans un univers qui est le vôtre et qui est assez particulier. Donc du coup, il y a un rapport au corps, à la vieillesse, à la maladie qui est très particulier. Et notamment, nos socio-coiffeuses, nos socio-esthéticiennes, quand une résidente se regarde dans le miroir, et parfois, elle ne se reconnaît pas. Et du coup, il y a tout un travail à faire autour de soi. Quand des femmes ont perdu leurs cheveux suite à un cancer foudroyant, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tout un travail, toute une approche, voilà, pour rendre les hommes et les femmes beaux, malgré leur corps cabossé par la maladie ou parfois la vieillesse. Mais moi, je dis toujours rider mais radieux, et la vieillesse, elles sont très belles, nos aînés. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligé. On sent que déjà de votre part, il y a une demande de continuer de parler. Nous sommes un peu dans une bulle de beauté là ensemble. Voilà, c'est magnifique. Et là aussi, je vois bien dans l'assemblée, là tout le monde est très très à l'écoute. Alors peut-être on est un peu juste sur les horaires. Donc on peut prendre. J'ai l'autorisation de 2 questions. Y a-t-il? Bonjour, j'aimerais savoir qui choisit l'accompagnant. Comment ça se passe dans... Alors, comment ça se passe? Une fois qu'une demande d'accompagnement est formulée à DITI, il y a un entretien d'analyse de la demande qui est fait par ma collègue Pascal, qui va préciser avec la personne exactement
ce qu'elle souhaite, dans quelles conditions ça va pouvoir se passer. Enfin voilà, tout va être analysé dans le détail. Faire connaissance aussi avec les capacités et les limites de la personne. Et donc on a à ce moment-là une définition de la demande. Par ailleurs, les accompagnants nous ont donné leur définition de l'offre. Et c'est Pascal qui va, en fonction de toute une série de critères différents, proposer à l'accompagnant ou à l'accompagnante de répondre à la demande de cette personne. Donc ce n'est pas... Alors c'est encore une différence avec la prostitution, on n'a pas un catalogue et on ne choisit pas son accompagnant sexuel en fonction de critères de photo ou de beauté ou de taille des seins ou de couleur des cheveux. L'accompagnant est choisi par Pascal qui estime que les choses devrait bien se passer. Elle dit matcher, voilà, mettre les gens en lien et faire en sorte que ça se passe bien. Comme les accompagnants ne choisissent pas non plus le corps des personnes qu'ils vont aller rencontrer et leurs déficits et leurs difficultés, les personnes ne choisissent pas non plus le corps des personnes qu'ils vont rencontrer. Mais l'essentiel est une rencontre humaine. Alors, est-ce qu'il y a une autre, une deuxième question? Est-ce que vous avez dans vos demandes, et est-ce que vous répondez aussi à des demandes qui sont des demandes homosexuelles? Tout à fait. Toutes les orientations sexuelles sont acceptables. J'ai d'ailleurs ici un éducateur qui nous écrit en disant « Mais j'ai un monsieur qui voudrait vraiment vivre une expérience avec un transsexuel. Est-ce que c'est possible ?» Eh bien oui, c'est possible. Nous avons parmi nos accompagnants un monsieur qui est aujourd'hui une madame. Et ça paraît très intéressant parce que lui dit « Mais je connais de l'intérieur la sexualité masculine et la sexualité féminine. Alors vous imaginez l'expérience sexuelle que je peux proposer. » Ah oui, c'est un plus, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai que c'est... c'est vrai, il faut être honnête. Voilà. Et est-ce qu'il y a des personnes qui demandent des accompagnants chauves? Non, pour savoir si j'ai une chance ou pas, parce que sans roller quand même. Alors nous avons des accompagnants chauves, mais la personne ne le saura pas avant de commencer. D'accord, ok. Ça se voit très vite après. Et alors, il y a une dernière question. 2 questions, 3 questions. Non, mais alors là, allez, 4 questions ici. Vous êtes donné le mot. Et Pascal, je voulais savoir, par exemple, après avoir fait vos choix, et si la personne n'est pas, par exemple, et si la personne n'aime pas vos propositions, est-ce qu'il y a moyen de faire un échange? Alors tout à fait. Donc après la première rencontre entre les 2 personnes, chacun des 2 protagonistes, donc l'accompagnant sexuel et la personne va nous faire un retour de comment ça s'est passé. Alors pas pour nous raconter tous les détails de ce qu'ils ont fait ensemble, ça ne nous intéresse pas, mais pour savoir si les choses sont pu se passer, si la personne a trouvé réponse à sa demande. Et donc si effectivement il y a quelque chose qui a fait que la relation ne s'est pas bien passée, nous allons envisager d'autres solutions. Alors c'est parfois pas toujours de changer de personne. C'est peut-être que l'accompagnant doit avoir d'autres attitudes ou doit s'adapter à certaines choses, ou c'est parfois de changer de personne. Ce que nous n'acceptons pas, c'est le shopping sexuel. Pourquoi tu me regardes? Alors, une autre question. Moi, j'avais juste une question pour Aditi. La facturation, ça se passe comment? Alors, il y a deux niveaux de facturation. Il y a la rencontre d'analyse de la demande. Ça, c'est une rencontre sexologique. C'est une consultation sexologique et donc elle est facturée par Aditi à la personne. Par contre, tout ce qui concerne l'échange d'argent entre la personne et l'accompagnant sexuel se fait strictement en espèces, sans reçu et sans trace. Parce que il y a la loi sur le proxénétisme et effectivement, il ne serait pas intéressant que notre directeur d'institution signe un document comme quoi il a payé la personne, ni nous-mêmes d'être intermédiaires financiers entre la personne et l'accompagnant. Okay. Bonjour à tous, Biné Mariam de la Fondation Corian. J'ai une question, c'est comment devenir accompagnement sexuel? Sur quels critères on se base pour les sélectionner? Alors, nous avons un scoop, c'est-à-dire que la Fondation vient de perdre un élément. Et c'est pas facile de le vivre en direct, mais c'est important aussi. Voilà. On a une démission, donc je précise qu'on recherche, donc on va aussi proposer un emploi. Mais
Alors, je pense que c'est effectivement un bon exemple parce que nous avons des soignants dans notre équipe d'accompagnants sexuels, hein, donc c'est une démarche qui est effectivement possible. Nous avons également des personnes qui par ailleurs pratiquent de la prostitution, hein, les deux publics nous rejoignent. Et donc comment ça se passe? D'abord il faut nous contacter, avoir un premier contact. À partir de ce moment-là, il y aura une première rencontre d'information où on va expliquer aux candidats accompagnants sexuels comment ça se passe et comment nous travaillons avec eux. S'il maintient sa proposition, il y aura un deuxième entretien. Et dans ce deuxième entretien, nous sommes à 2 plus une personne en situation de handicap, où on va, dans le détail, analyser sa motivation, ses compétences par rapport au grand âge, par rapport au handicap, par rapport à la sexualité, et lui demander quelle est son offre, qu'est-ce que cette personne veut proposer dans ce travail-là. Et c'est vraiment dans cette évaluation-là qu'on va juger si la personne conviendra ou pas. Et là, nous sommes extrêmement sévères. Dès qu'on a un doute, c'est non, c'est plus facile. Voilà, on va pas se mettre en danger par rapport à ça. Et puis, il entre alors dans un processus de formation où avant le premier accompagnement sexuel, il aura au moins participé à 2 journées de formation et d'intervision avec les accompagnants qui sont déjà en fonction. On peut savoir combien il y a de personnes aujourd'hui? Enfin, vous avez combien d'accompagnants plus ou moins? Alors, on va vous montrer que notre petit pays est divisé en 2 et n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à ça. En Flandre, 80 accompagnants sexuels. En Belgique francophone, une 20aine. Mais on avance. D'accord. Ils n'ont pas besoin, d'accord? Et juste, et sans donner de nom, bien sûr, combien y a-t-il de directrices et directeurs d'EHPAD Corian qui font partie des accompagnants sexuels? Pas encore, mais on les attend. D'accord, ok. Non, c'était pour savoir. On peut applaudir tout le monde. On peut applaudir Sarah et Dricia qui ont été plusieurs fois pour organiser les choses. Les 2 équipes de Belgique et de France. Marc, on peut t'applaudir, Marc Vlaminck. Alors, Marc, je ne sais pas si c'est de la même famille et tout ça. Moi, je connaissais Roger de Vlaminck. Et là, maintenant, j'en connais un 2e Vlaminck, et quand même, respect. Et je sais, j'en profite, je sais qu'il y a une recherche de gouvernement et de Premier ministre en ce moment en Belgique. J'ai un candidat. Voilà. Donc, voilà. Donc, je sais qu'il y a des problématiques en ce moment. Voilà. Je voulais dire aussi qu'on n'a pas d'utilité au tout début. Qu'il y aura un livre blanc sur ces questions d'utilité, que sur le site, vous pouvez trouver plein d'études. On a évoqué la question du chez-soi. On avait fait une étude sur le chez-soi, et je trouve qu'elle renvoyait aussi beaucoup à des éléments. Le chez-soi, c'est aussi l'intimité, hein, donc on est aussi sur plein de choses. Je voulais dire que Thibaut est candidat. Alors, pas seulement pour être accompagnant, mais il est vraiment candidat pour s'impliquer beaucoup plus dans les progrès de la Fondation. Je crois que tu veux... Voilà. Ouais. D'ailleurs, quand même, je me disais... la résidence La Cambre, oui. C'est par hasard ou... Non. D'accord, ok. Donc c'est intéressant quand même ces liens et tout ça. Je dis souvent, et Jean-Claude sera content, c'est peut-être la dernière fois. Mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde, Jean-Claude, comme disait Camus. Et je trouve que les mots ont du sens. Les mots qui ont été utilisés avaient du sens. L'élégance des termes avait du sens. Le terme d'accompagnant est un des plus beaux mots qui soit. Parce que quand j'accompagne, que ce soit sexuellement, que ce soit sur d'autres éléments, j'accompagne, c'est... Tiens, viens avec moi 2 secondes. Ne t'inquiète pas. On s'accompagne. Il est plus grand, tout ça, mais on s'accompagne. Il y a égalité. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Mais c'est simplement, on s'accompagne. Et je trouve que le mot accompagnement est un des plus beaux mots qui soit. Et c'est autour de ça, certainement, où nous avons à travailler. Quand on parlait de... Il n'existe pas de terme en français autour de... En néerlandais, je sais encore moins, autour de care et cure. Mais cette notion de care, c'est ça. C'est une sorte d'accompagnement bienveillant, d'écoute aussi. Parce que ce que vous avez dit, et les 3 tables rondes, on a beaucoup été sur cette notion-là. Il faut d'abord tout simplement écouter. Et avant écouter, il y a même le mot envie d'écouter. Sinon, quel que soit le sujet, ça ne marche pas. Et je crois qu'on a été énormément dans l'écoute toute cette matinée. Donc ça aussi, je crois que c'était important à dire. Et puis maintenant, on est au moment final. Et donc, on a 2 grands chefs, un pour la zone belge, un pour la zone Hauts-de-France, qui vont venir me retrouver. Et bah oui, c'est vous. Pour dire quelques mots. Elles sont là, merde, je pense qu'ils nous avaient oubliés et tout, on allait être tranquille. Et non. Et donc, merci, on vous applaudit, on vous remercie, je vous passe un premier